vous en doutez. Donc ma présentation de conflit d'intérêts. Alors, je pense que tout est parti de là, puisque eh bien, il y a un édito qui est sorti dans Intensive Care Medicine et qui dit « Est-ce qu'en 2030, on aura toujours besoin des microbiologistes avec les compétences techniques qui seront remplacées par des robots et par des automates, des cerveaux, alors je vous rassure, uniquement ceux des microbiologistes et des infectiologues, par de l'intelligence artificielle, et puis finalement tout ça, ce sera directement en réanimation au lit du patient. » Bon, est-ce que dans 4, 5, 6 ans, ça va arriver? On va voir. Alors, je vais, en 15 minutes, vous parler que de 2 pathologies qui vous concernent directement, donc bactériémie et pneumonie. Alors, je vous ai remis très rapidement le diagnostic bactériologique, donc une hémoculture. Je vais commencer par les bactériémies, qui va mettre dans un automate, qui va sonner, on fait un examen direct, et le lendemain, vous avez une identification, un antibiogramme. Alors, on peut faire un tout petit peu plus vite avec des cultures rapides et des tests phénotypiques, mais ce n'est pas le sujet du jour. Par contre, on peut faire encore plus rapide en utilisant des tests de diagnostic, donc des PCR multiplex, dès que l'hémoculture a sonné positivement, et un test multiplex avec un résultat dans l'heure et demie à peu près qui suit. Alors, qu'est-ce qui existe comme test actuellement? Donc là, je vous ai mis les 3 sur le marché, Société Biomérieux, Luminex et GeneMark. Globalement, les panels, on reverra après pour le FilmArray, qui sont quasiment identiques et des très bonnes performances. Donc là, je vais vous donner l'exemple du FilmArray. Pourquoi? Parce que comme on l'utilise, je le connais un peu mieux. Donc un panel avec à peu près donc, 43 cibles, des bacilles à gram négatifs, des bactéries gram positifs, levures et gènes de résistance. Il a vraiment un élément très intéressant, ce panel, c'est qu'il a des cibles génériques de entérobactéries, des cibles génériques staphylocoques, des cibles génériques streptocoques, qui est extrêmement pratique. Puis vous voyez les gènes de résistance, les 5 carbapénémas classiques et la recherche de BLSE et de SARM. Donc nous, on l'a testé, sensibilité excellente, technique, 99,5%, spécificité 99,8%. Par contre, la question est le coût, puisque ça coûte à peu près 100 €. Donc on l'a mis en place, mais on l'a mis en place avec un esprit un peu d'utilisation raisonnable. Et on l'a mis quand les autres indications ne sont pas utilisables, c'est-à-dire quand on ne peut pas faire la culture rapide sur les bacilles à gram négatifs et quand la PCR GeneXpert sur les staphylocoques ne fonctionne pas. Donc pourquoi? Eh bien, si vous voulez effectivement mettre en place des tests de diagnostic rapide, voilà, vous voyez finalement, quand on met de l'identification directe sur les flacons, allez, on a en 1 heure l'identification, j'ai mis 5 €, mais en fait c'est quelques euros. Quand on fait la culture rapide, ben, on est autour de 5 à 10 €. Et quand on utilise un test de diagnostic rapide, vous voyez, on est à 100 €. Donc finalement, pour gagner 2 heures, 3 heures éventuellement, on dépense 100 €. Donc à réfléchir. Donc, je vous ai mis une étude d'impact. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite sur les hôpitaux de les Veteran Health Administration, sur tous les hôpitaux qui avaient mis en place le FilmArray, donc entre 2015 et 2020. Et donc, ils ont regardé l'impact que ça avait. Ils ont pu montrer qu'il y avait une désescalade plus fréquente en post-mise en place PCR, avec 38% versus 34%. Également une antibiothérapie appropriée, c'est-à-dire à la fois adéquate et optimale, qui augmentait en post-PCR, 94 versus 92, et le temps de mettre en place cette antibiothérapie appropriée qui diminuait. Par contre, pas d'impact sur la mortalité, sur les durées de séjour, récurrence, etc. Alors effectivement, avait été montré en 2016, donc ça c'était une méta-analyse qui avait été faite par Tim Brook, et qui montrait que, alors c'est bien beau de faire des tests de diagnostic rapide, hein, c'est des laboratoires qui en fait faisaient les tests, et avec des résultats qui étaient automatiquement récupérables par les cliniciens, et on se rend compte que sans accompagnement, donc là c'est essentiellement du stewardship, donc de l'équipe mobile d'antibiothérapie, sans accompagnement, vous voyez, il n'y a pas d'impact des tests rapides sur la mortalité.
et que par contre, quand il prend toutes les études avec un accompagnement sur de l'antibiothérapie, et bien là, vous avez un impact sur la mortalité. Alors, je n'ai pas résisté à vous présenter cette étude qui, alors le papier n'est pas très intéressant, mais la situation l'est et assez amusante. Et donc, c'est un centre hospitalier qui est situé dans le nord de la Norvège, à 300 km du premier laboratoire de bactériologie. Ils ont un automate à hémoculture. Et en fait, quand les hémocultures sonnent positives, ils les envoient par avion au laboratoire de bactériologie et ils mettent que le temps de rendu de résultat dépend du temps de transport qui dépend lui-même des conditions climatiques qui sont assez variables. Et donc, ils ont mis en place directement dans leurs unités un film-arrêt, un BCID2, et ils l'utilisent directement sans examen direct, puisqu'ils ne sont pas de laboratoire, donc le flacon est positif, et ils font un test de diagnostic rapide. Et donc, ils montrent que la sensibilité était très bonne, 87%, ça c'est la sensibilité clinique, c'est-à-dire en prenant en compte tous les germes. La sensibilité analytique, 98%, et la spécificité qui était excellente, parce qu'après, ils envoyaient quand même leur flacon pour confirmer. Alors, le papier ne cite un peu les différentes situations cliniques, mais il n'y a pas de mesure d'impact, donc je n'ai pas pu vous mettre. Par contre, quand même, un petit bémol, c'est que sur la totalité de leurs germes, la seule et unique bactérie multirésistante, il n'y en a eu qu'une, c'était un Escherichia coli BLSE, donc ils ne prennent pas non plus énormément de risques en antibiothérapie probabiliste. Alors la suite, c'est l'autre possibilité, ce sont les antibiogrammes rapides, c'est-à-dire directement à partir du flacon. Vous faites l'examen direct, alors des fois même on peut le lancer avant l'examen direct en fonction des kits, et vous avez un antibiogramme. Alors autant les tests génotypiques, vous avez un gène qui vous indique une résistance, autant là c'est un antibiogramme qui est complet. Alors par souci d'équité, donc je vous ai mis les trois fournisseurs, donc Specific Reveal Biomérieux, le DERAS de Quantamatrix et Accelerate, Phéno de chez Accelerate. Ils ne sont pas tous exactement les mêmes techniques, mais le principe est le même. Et donc là, je vous ai mis les performances du Reveal de chez Biomérieux. Et vous voyez les concordances par rapport aux techniques classiques qui sont 96-98%. Donc les taux de concordance et donc avec des très bonnes performances. Alors, un tout petit point, mais je n'ai pas fait de diapo sur la métagénomie clinique. La métagénomie clinique, en fait, on commence à avoir de plus en plus d'études sur « je prends le sang du patient » et là, on est… Et donc là, c'est vraiment le Graal, c'est-à-dire qu'on va essayer de squeezer l'étape de mise en culture dans les automates. Et donc, directement, à partir du sang, on va essayer de rechercher quelles bactéries vont donner des infections. Alors, j'ai un peu refait la littérature hier, je voulais refaire un point. Je vous avoue que j'étais un peu perplexe parce qu'il n'y a pas de très beaux et très gros articles encore, parce que c'est le début. Et puis, c'est assez discordant avec des gens qui sont très dubitatifs et d'autres qui sont très enjoués. Et pour avoir assisté donc à la session sur la métagénomie clinique dans le sang de l'ECMID, eh bien, on a un peu l'impression, pour l'instant, ils sortent des listes de bactéries, dont une partie est plutôt retrouvée dans les plantes et dans les réactifs de bactériologie que chez le patient. Et donc, voilà, pour l'instant, c'est le début. Alors, il y a deux sociétés qui sont la société Carius et la société Nosando, qui commercialisent. Alors, ils ne commercialisent pas des kits, ils commercialisent des solutions. C'est-à-dire, vous prélevez, on a commencé à les tester, vous prélevez le sang du patient et vous leur envoyez. Et c'est eux qui, chez eux, vont faire toute l'analyse métagénomique, toute la technique. Alors ça n'est certainement pas encore utilisable au lit du patient, parce que c'est des grosses techniques. Ils font tourner leurs algorithmes et ils vous rendent une réponse. C'est 1 000 € le test. Et donc voilà, ça commence, c'est le début. Je n'ai pas encore de vraie vision. Alors il y a des utilités qui sont claires, patient par patient, mais pour l'instant, vision globale. On est encore un peu au début. Alors la deuxième partie, ce sont les pneumonies. Alors, de la même façon, le diagnostic, vous voyez le prélèvement réalisé, examen direct en 2-3 heures, culture avec identification en 24 heures, antibiogramme en 48 heures. Et donc, de la même façon, vous pouvez utiliser des PCR multiplex directement à partir du prélèvement. Et donc, alors 2-3 heures, j'ai mis 2-3 heures, c'est par rapport le temps de prise en charge, mais la technique elle-même, c'est à peu près 1 heure et demie.
Alors, il y a 2 kits qui existent. Le premier, c'est le panel Pneumonia Plus de chez BioFire Biomérieux. Donc, vous voyez toujours un peu le même principe, une trentaine de cibles, des bactéries. Là, par contre, on aimerait bien avoir les cibles génériques, entérobactéries, streptocoques, staphylocoques, mais là, on n'a que des bactéries individuelles. Des bactéries atypiques, chlamydie, légionelle, mycoplasme, les virus, et puis pareil, les mêmes gènes de résistance que ceux pour les hémocultures. Temps technique, très simple, c'est vraiment du clé en main, 5-10 minutes. Temps de rendu de résultat 1h15, coût 150 €. Alors, utilisable en délocalisé, possible, mais encore, enfin, il y a des kits comme les kits Qiagen qui sont très faciles à utiliser, qui sont mis en place aux urgences. Celui-là, un petit bémol, il doit être utilisé sous haute avec un petit peu de manip quand même. En termes de performance technique, très bonne sensibilité quand on recherche les bactéries du panel, très bonne spécificité. Quand on prend l'intégralité des bactéries qu'on aurait dû retrouver, ce qu'on appelle, moi j'appelle la performance clinique, la sensibilité de 82%, de spécificité 98%. Donc ça, c'est une méta-analyse qui a été faite par nos collègues de Saint-Louis. Et le deuxième kit, c'est le kit Pneumonia de chez Curtis. Donc vous voyez, c'est à peu près le même principe, avec quelques bactéries en plus que j'ai surlignées en rouge, Citrobacter, Morganelle, Stenotrophomonas, et puis quelques antibiotiques en plus, quelques gènes de résistance en plus, dont voilà, la pertinence est toute relative. Temps technique, idem, 10 minutes. Par contre, le vrai inconvénient de cette technique, c'est le rendu qui est plutôt en 5 heures et qui, du coup, est difficile à prendre en charge dans un workflow. Quand vous descendez en réa, vous discutez avec les réanimateurs, vous remontez vers 14 heures. Le temps de lancer, finalement, il n'y a plus de technicien, il n'y a plus personne pour rendre les résultats quand on est 5 heures après. La sensibilité est à peu près identique, 80%, avec un petit bémol sur les grammes positifs, et la spécificité est excellente. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ces panels ne sont pas exhaustifs. Alors, autant dans les hémocultures, on a 1 gramme, c'est monomicrobien, donc on sait que si ce n'est pas dans le panel, c'est forcément autre chose. Là, l'examen direct n'est pas toujours informatif. Pas de détection dans le film arrêt de Morganelle, de Citrobacter frundi, de Steno, et puis aucune détection de Daphné ou de Citrobacter diversus. Et vous l'avez vu, pas tous les gènes de résistance et surtout pas toutes les résistances. Et donc, il y a des pièges. Les pièges, c'est pas d'examen direct, vous ne savez pas si la bactérie que vous avez, si vous avez un film arrêt négatif, vous ne savez pas si c'est une bactérie qui est hors panel ou une absence de bactérie. Et puis, en termes de quelques faux positifs, avec les SARM, avec des fois des carbapénémas, qu'on n'explique pas. Et vous n'aurez jamais la résistance de votre pseudomonas à l'imipénème, vous n'aurez pas la résistance d'un entérobactère cloaqué pour savoir s'il est déréprimé ou pas. Pour l'instant, ça, malheureusement, c'est pas possible avec ce type de kit. Alors, je vous ai mis une étude, une seule, qui est l'étude qui s'appelle INAL, qui est une grosse étude qui a été faite en Angleterre. Donc là, c'est les premiers résultats qui ont commencé à être présentés dans les congrès. Étude multicentrique, 14 réanimations, juillet 2019, août 2021, 545 patients inclus, 269 dans le bras contrôle, 267 dans le bras intervention. 33% de patients étaient Covid. Et l'intérêt, c'est pour ça que j'ai pris cette étude, c'est que le film arrêt était dans les réanimations. Donc il était fait en point of care. Alors, il y avait tout un tas de recommandations avec des algorithmes et des guides qui devaient être suivis. Et pour avoir discuté avec un des investigateurs, les algorithmes n'étaient quand même pas toujours suivis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en termes de résultats ? Donc, leur critère de jugement qui était antibiothérapie optimale, donc efficace et adaptée à 24 heures, vous voyez qu'elle était bien meilleure dans le bras intervention, donc à 73%, contre 59% dans le bras contrôle. Non, pardon, je me trompe. 76% à 24 heures, excusez-moi, 56% dans le bras contrôle, et à 72 heures, donc persistance de cette différence, 73% dans le bras intervention et 59% dans le bras contrôle. Par contre, quand ils suivent la guérison clinique à 14 jours, non seulement ils n'observent pas d'amélioration dans le groupe intervention, mais l'inverse.
il y a une différence en faveur du groupe contrôle, qui pour l'instant il n'existe pas. Ils étaient en train d'investiguer quand ils nous avaient fait cette présentation. Donc 57% dans le bras intervention et 65% dans le bras contrôle. Pas de différence sur la mortalité à 28 jours. Et ils n'ont pas trouvé d'impact sur la durée de ventilation et la durée de séjour en réanimation. Alors, il y a quelques algorithmes qui commencent à sortir. Je ne vais pas détailler ces algorithmes, ça n'était pas l'objectif. Ce que je voulais vous montrer, c'est que dans tous ces algorithmes, donc celui-là, il a été fait par nos collègues de Reims et de Nancy, et bien vous voyez, ils analysent donc patient intubé, ventilé, LBA prélèvement, examen direct, et après, j'interprète le film-arrêt avec l'examen direct. Donc pour l'instant, ces outils ne peuvent être utilisés qu'avec un examen direct. Et ça, c'est l'algorithme qui a été fait par Jean-François Timsit. Et donc, de la même façon, examen direct. Et c'est à partir de là qu'on va interpréter la PCR. Et donc, voilà, encore un petit peu besoin de microbiologie. Et donc, quand même, pour terminer, je voulais vous rappeler que, bon, OK, l'intelligence artificielle, why not? Et là, je voulais vous montrer l'étude de nos collègues de Cochin, qui ont utilisé un peu ChatGPT pendant 2 mois, donc en avril et mai 2023. Et donc, ils ont comparé la prise en charge des patients qui avaient des hémoglobines positives qui, normalement, étaient pris en charge par des équipes mobiles d'antibiothérapie et sont suivis. Et donc, ils ont comparé la prise en charge par ChatGPT et par un infectiologue. Et quand même, ils montrent, donc là, vous voyez en gris et en rouge, que ChatGPT, il donne des conseils qui sont soit inadaptés, soit dangereux dans plus de la moitié des cas. Donc les cerveaux, Aurélien, tu peux être encore un peu utile, toi aussi, nous sommes 2. Donc en conclusion, vous voyez des avancées technologiques majeures. Là, je me suis un peu projetée à 5 ans, mais peut-être que dans 10 ou 20 ans, la métagénomique clinique, elle sera peut-être plus utilisable, mais en tout cas certainement pas dans les 5 prochaines années, utilisable en point of care. Les méthodes actuelles, vous l'avez vu, ou court-moyen terme, plutôt ciblées et non exhaustives. Pour l'instant, les méthodes sans a priori, la métagénomie clinique, sont extrêmement chères et je pense qu'elles doivent être réservées pour des cas particuliers. Il y a un réel impact individuel et collectif pour l'épargne des tests de diagnostic rapide pour la gestion des antibiothérapies. Et je reste convaincue de l'importance des relations entre cliniciens et microbiologistes. Et puis, vous l'avez vu, le coût. Donc, OK, si on veut remplacer les microbiologistes, why not? Mais est-ce que finalement le coût de ces analyses, le remplacement de nos salaires suffiront à payer toutes ces analyses? Et donc, voilà, je pense que vous allez encore un petit peu avoir besoin de nous. Merci beaucoup.